Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Journal du Business. Au menu, nous avons 3 sujets, dont le premier traite d'une actualité assez importante parce que nous allons parler de l'expropriation des terres africaines, cette fois-ci par des investisseurs américains au travers de procédés très astucieux. La deuxième actualité nous conduit au Kenya pour parler d'une amende record de 7,1 millions de dollars qui a été infligée au groupe Carrefour. Et puis la troisième nous amènera dans le groupe Jumia Food qui ferme ses portes dans 7 pays africains. Et si les Africains devenaient des locataires sur leur propre continent? Selon la Banque mondiale, 60 millions d'hectares de terres ont fait l'objet sur le continent africain de transactions avec des investisseurs dits étrangers. Le rapport du groupe de recherche Auckland Institute révèle d'ailleurs que les acteurs riches et discrets sont derrière ces transactions, notamment des hommes d'affaires américains, saoudiens et européens. Les intentions de ces investisseurs sont floues pour le moment, suscitant des interrogations quant à l'impact sur les communautés locales pour ce qui est de l'utilisation réelle des terres. À titre d'exemple, un homme d'affaires américain, principal donateur républicain en tête de liste pour l'élection présidentielle aux États-Unis, prévoit d'investir 70 millions d'euros sur 10 ans en Tanzanie à travers la société Agrisol Energy. Le projet vise à mettre en culture 10 000 hectares dans l'ouest du pays et à lancer une industrie de volailles. Mais selon le rapport, les intentions réelles pourraient concerner plus de 300 000 hectares. Donc il y a ce que l'on dit en façade et le projet réel que l'on ambitionne d'exécuter. Un deuxième exemple nous amène plutôt en Sierra Leone pour parler de Kevin Godlington, un ancien militaire britannique qui dirige la société SLA Sierra Leone Agriculture, qui cultive 43 000 hectares avec le soutien de l'homme d'affaires britannique Lord Paul of Marylebone. Troisième exemple, Lord Paul, magnat du fer et des matières premières, est également actif en Namibie où il cultive 150 000 hectares à travers sa filiale Koparo Renewable Agriculture Development. Ces exemples soulignent à souhait les préoccupations entourant les transactions foncières en Afrique et la nécessité de clarifier les intentions des investisseurs étrangers. D'ailleurs, on pourrait se demander qui cède ces terres. N'est-il pas possible d'avoir aussi pour des locaux de telles superficies? Parce que ce qui est parfois aberrant, c'est que quand des locaux sollicitent des terres aussi importantes, on ne les leur donne pas du tout. Il semblerait que dans beaucoup de pays africains, on ne souhaite pas que des locaux deviennent riches et puissants. Parce que bien évidemment, beaucoup y verraient des menaces potentielles. Et donc, ce qui est privilégié, et ce qui est d'ailleurs une particularité africaine, c'est de pouvoir concéder à des étrangers des choses qu'on ne concédera jamais à des locaux. Et ceci, bien évidemment, alimente toutes sortes de rumeurs et parfois même de trafic. Parce que qui sont réellement ces personnes et en réalité, quelles sont leurs intentions? C'est donc là un des sujets les plus préoccupants qui soit. Nous le savons tous, l'Afrique possède aujourd'hui les terres arables les plus nombreuses disponibles de la planète. Bien évidemment, ce que l'on semblait ignorer, c'est à quel point toutes ces terres étaient convoitées. Aujourd'hui, nous le savons peut-être un peu plus et il nous revient d'être davantage vigilants pour l'attribution des terres. Parce que si nous finissons de céder nos terres, je crains bien que nous nous retrouvions dans un scénario dans lequel les Africains sont eux-mêmes locataires sur leur propre continent. Allons à présent au Kenya où l'organisme de surveillance de la concurrence du pays a imposé une amende record de 7,1 millions de dollars, soit 5,6 millions de livres sterling, au franchisé local de Carrefour, Majid Al-Futtaim, à la suite d'allégations de pression exercées sur les fournisseurs pour qu'ils acceptent des prix réduits. L'autorité de régulation a accusé le géant de la distribution d'avoir utilisé sa position de négociation dominante contre 2 fournisseurs, ce qui a donné lieu à l'amende la plus élevée jamais imposée par l'autorité de la concurrence. Majid Al-Futtaim, qui exploite l'une des plus grandes chaînes de magasins du Kenya, n'a pas encore réagi à cette amende. Outre la sanction pécuniaire, l'autorité de la concurrence du Kenya a demandé aux franchisés de Carrefour de rembourser 2 entreprises, Woodlands, un transformateur de miel, et Pwani Oil, un fabricant, à hauteur de 112 000 dollars. L'autorité de la concurrence du Kenya affirme que Majid Al-Futtaim a contraint les fournisseurs à accepter des prix plus bas
par le biais d'un système de rabais, réduisant ainsi les paiements finaux jusqu'à 12%. L'autorité de la régulation a également affirmé que la chaîne de supermarchés avait illégalement transféré ses dépenses aux fournisseurs, déclarant que ces derniers étaient obligés de fournir des produits gratuits, de payer des frais de référencement pour les nouvelles succursales et d'affecter du personnel au point de vente des supermarchés. Ces pratiques équivalent à un transfert de coûts du détaillant vers les fournisseurs, d'après l'autorité de régulation, dans une déclaration publiée mardi dernier. En réponse à ces conclusions, donc, l'autorité des marchés a demandé à la chaîne de supermarchés de réviser tous les contrats avec les fournisseurs en supprimant les clauses permettant d'abuser de la puissance d'achat. Cette actualité est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de voir le rôle d'un régulateur sur les marchés. Parce que la situation qui est décriée ici, en réalité, est une situation qui est bien présente dans beaucoup de pays africains. Les grands groupes puissants abusent de tout petites entreprises au point parfois de les asphyxier et de les pousser à fermer leurs portes. Ici, par exemple, on a une entreprise qui décide de faire passer ses propres achats au travers de ses fournisseurs. On a une entreprise qui décide d'exiger de ses fournisseurs que ceux-ci fassent des rabais et donnent même des produits gratuits pour pouvoir continuer d'être présents dans les étalages. Voilà autant de manières par lesquelles des entreprises mettent la pression et bien évidemment mettent à mal la croissance des petits. Il est très bien que le régulateur intervienne dans ce genre de situation et j'espère que les régulateurs, les autorités de la concurrence dans les différents pays africains vont être davantage présents pour voir les règles avec lesquelles les gros travaillent avec les petits pour éviter simplement des prédations qui au final vont desservir toute l'économie entière. La dernière actualité nous conduit vers Jumia, qu'on ne présente plus. La plateforme de commerce en ligne a annoncé l'arrêt d'ici la fin de l'année de ses activités de livraison de repas dans 7 pays afin de se concentrer exclusivement sur la vente des denrées non périssables. Jumia Food, lancé en 2019 avec l'ambition de proposer des services de repas moins onéreux, n'a pas répondu à la demande et ne représentait que 11% de la valeur des marchandises générales de Jumia pour les 9 derniers. Pour ce qui est des salariés, une partie d'entre eux vont être simplement réaffectés pour revenir travailler dans le cœur même de l'activité de Jumia. Selon les responsables, Jumia Food n'était pas adapté à l'environnement opérationnel et aux conditions macroéconomiques très compétitives ou d'autres plateformes de livraison populaires sur deux continents. Et enfin, la plateforme numérique Jumia est présente au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Elle a déjà fermé ses portes dans plusieurs pays, tels le Cameroun. Cette actualité nous rappelle à quel point le business sur le continent peut être compétitif dans certains secteurs. Le secteur notamment de la logistique et du transport est un secteur très concurrentiel dans lequel les marges ne sont pas très importantes. Et bien évidemment, des grosses entreprises comme Jumia peuvent avoir du mal à faire la transition. De manière plus générale, le retrait de Jumia nous permet de nous rendre compte qu'il n'est pas forcément toujours évident de réussir dans une activité connexe. À la base, Jumia fait de la livraison de matériel électronique, électroménager, en tout cas tout ce qui ne concerne pas l'alimentation, et a décidé de basculer vers l'alimentation en se disant qu'ils avaient déjà les éléments principaux, une plateforme, une renommée et des conducteurs de moto. Malheureusement, une fois qu'ils ont fait ce switch, ils se sont rendus compte que les résultats ne suivaient pas du tout. Et donc aujourd'hui, on en arrive à un retrait de leur activité. Et ceci, bien évidemment, est un message clair pour les entrepreneurs. Il faut faire attention quand on veut faire un switch vers un domaine, fût-il d'apparence prometteur.